Bonjour tout le monde. Merci d'être présent en grand nombre. Ce midi, une super conférence d'une membre du CEF depuis longtemps, une membre étudiante, Pauline Suffis, qui a fait oui, le micro est juste ça. Pauline Suffis, qui a fait son bac, et un diplôme des ESS à Rimouski, a fait sa maîtrise à l'UQAT en Abitibi, puis également son doc. Sujet varié, toujours sciences collaboratives présentes. Puis Pauline est présentement professionnelle de recherche ici à la chaire de foresterie autochtone avec Jean-Michel. Puis elle est présente et à toutes sortes d'activités. Je suis très content qu'elle ait accepté notre invitation aujourd'hui. Puis c'est ça, je te laisse la parole, Pauline. Parfait, merci. Je vais juste me placer un petit peu. Voilà. OK. Bonjour tout le monde. Le stress va tomber assez vite, puis je vais beaucoup me promener au début pour la raison du stress, mais après ça va aller. Merci beaucoup au CEF de m'avoir invité. Effectivement, en fait, depuis mes travaux de recherche comme doctorante, j'ai pas vraiment eu l'occasion de présenter ce que je fais comme chercheur ou comme chercheur. Malgré mon poste de professionnel de recherche, je poursuis des activités dans différentes sphères que je vais vous présenter ici. Euh, donc, pour commencer, j'imagine qu'à mon accent, vous savez que je viens de la Beauce, française. Je suis née donc dans le centre de la France et j'ai commencé mes études universitaires à Nantes, donc dans un programme assez général en sciences je ne sais même plus le nom du programme, mais sciences environnementales en général. Puis je suis arrivée à Rimouski en 2010 pour faire ma dernière année de bac dans une concentration qui était un peu plus déjà phonique. Et après une année d'études à Rimouski, j'ai eu le goût de poursuivre un petit peu. Puis finalement, je suis restée pour un emploi d'été qui m'a fait découvrir le contexte forestier. J'ai oublié de vous dire qu'à la base, je suis arrivée à Rimouski parce que je m'intéressais beaucoup au contexte arctique, ce dans quoi j'ai pas travaillé, mais qui m'a beaucoup inspirée pour tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Finalement, j'ai ensuite continué avec un diplôme qui est un peu moins connu, mais c'est comme entre le bac et la maîtrise. Donc, c'est une année de cours de plus qui me permettait de me spécialiser un peu plus en gestion de la faune et de ses habitats. Toujours à Rimouski, puis j'ai migré un peu plus loin à l'ouest, en Abitibi-Témiscamingue, pour faire une maîtrise avec le cerfo et l'UQAT. Et ce projet-là portait sur la régénération du bouleau jaune et le maintien de l'habitat du lièvre après des coupes progressives irrégulières, donc en forêt feuillue. Euh, et en mettant les deux pieds en Abitibi-Témiscamingue, ben, j'ai appris à connaître un peu plus le contexte local et à me dire pourquoi je ne ferais pas un doctorat finalement. C'est ce qui m'a permis de voyager à travers l'Amérique du Nord pour le projet de recherche que je vais vous présenter plus en détail après et de m'impliquer dans un regroupement qui s'appelle le Martha's Walking Group, qui m'a permis aussi de voyager grâce à 2 congrès au nord des États-Unis et en Écosse. Donc tout ça a teinté la suite de ce que j'ai fait après mon diplôme. J'ai travaillé avec la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. Vous allez mieux comprendre très vite pourquoi par rapport à mon projet de recherche. Puis, je suis professionnelle de recherche depuis 2020 à la chaire et donc, comme je vous le disais, je poursuis quelques activités en parallèle avec l'AFU. En fait, c'est mon titre de travailleur autonome qui s'appelle en fait Aménagement forêt faune pour et par les utilisateurs du territoire. Donc, mon premier pas dans la recherche, c'était vraiment un contexte de comment les activités humaines ont un impact sur la santé de la faune. Je travaillais avec Joël Betty à Lucar. Le lien était de voir qu'en fait, les balles qui sont utilisées pour la chasse au gros gibier se fragmentent et sont ensuite ingérées en fait, par les charognards. Donc, en l'occurrence, le projet portait spécifiquement sur le pigargue à tête blanche et l'aigle royal. Mais on a utilisé les corbeaux comme espèce sentinelle pour faire notre étude. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a vraiment une accumulation accrue du plomb dans le sang des oiseaux en période post-chasse. Donc, grosso modo, ce que je veux vous présenter là, c'est que c'est ce qui m'a initié de comprendre comment on peut changer les activités humaines quand on fait face à ce type de problématiques-là. Et par exemple, dans le cadre de la chasse au gros gibier, c'est qu'il y a des alternatives, il y a des balles de différentes sortes, notamment en cuivre ou des balles qui ne se fragmentent pas. Et de plus en plus, on fait la promotion de ces balles-là auprès des utilisateurs, donc des chasseurs. Quand j'ai mis un pied dans le contexte forestier, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment l'aspect biodiversité. Comment
par les pratiques d'aménagement forestier, on doit et on peut intégrer des valeurs de biodiversité, et notamment avec l'approche des espèces focales. En fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais pour chacun des domaines bioclimatiques au Québec, le gouvernement a identifié 3 espèces qui sont reconnues sensibles à l'aménagement forestier et qui pourraient être utilisées pour guider donc l'aménagement. Donc là, je vous présente le tableau général des 3 espèces pour lesquelles en fait la sensibilité est selon les différents critères de l'aménagement forestier durable, en fait les enjeux écologiques qui ont été soulevés pour orienter la stratégie d'aménagement durable des forêts. Puis de ces espèces, moi je me suis intéressée particulièrement à 2 espèces qui sont d'une part sensibles à l'aménagement forestier, d'autre part récoltées. Donc, pour 3 domaines bioclimatiques, fait que la sapinière à bouleau blanc, sapinière à bouleau jaune, sapinière à bouleau blanc et pessière à mousse, la martre d'Amérique est une espèce reconnue sensible à l'aménagement. Mais pour le domaine bioclimatique de l'érablière, donc plus au sud, le pécan a été identifié comme une espèce sensible pouvant guider l'aménagement. Donc, le pécan, c'est ce qu'il y a là. Je pourrais vous montrer un peu plus après. De toute façon, je vais vous en parler en long et en large parce que mon doctorat, il s'est justement inspiré de ce contexte-là et du contexte qu'en Abitibi-Témiscamingue, on se retrouve au chevauchement, en fait, des aires de répartition des 2 espèces. Donc, en échangeant avec les acteurs locaux, donc les piégeurs, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de martres, mais de plus en plus de pécans, qui se capturaient dans cette région administrative-là. Donc, on a essayé de voir quels peuvent être les facteurs liés à l'aménagement forestier qui peuvent expliquer ce changement d'abondance-là, puis la relation entre les 2 espèces, mais aussi en contexte de changement climatique. C'est des espèces, je fais ça court, c'est des espèces qui sont actifs à l'année longue et donc les conditions hivernales vont avoir des impacts sur leur survie, leur reproduction et leur utilisation de l'habitat en général. Puis ce qui nous a intéressé aussi, c'était de comprendre, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de pécans qu'il y a moins de martres? Qu'est-ce qui se passe quand les 2 espèces vivent sur un même territoire? Donc, dans le cadre de mon projet de doctorat, le but, c'était vraiment d'évaluer les rôles respectifs des conditions d'habitat, du climat et de la compétition pour expliquer l'utilisation respective de l'habitat par les 2 espèces. Le problème, c'est que ces espèces-là, elles ont beau être récoltées, c'est des espèces pour lesquelles on a très peu de données. Elles ont un grand domaine vital, elles sont ce qu'on dit élusives. Levez la main ceux qui ont déjà vu un pécan dans le bois. Vous êtes des chanceux? Une martre? Quand même, c'est pas si mal. Mais de là à avoir un suivi, une connaissance de ces espèces-là, on n'a pas tant de contenu. Si on veut regarder la réponse à des changements qui s'opèrent sur une longue période, comme les changements climatiques, comme les impacts de l'aménagement forestier, ça devient difficile quand on n'a pas de données. Fait que vous me voyez arriver. L'idée étant de partir de ceux qui en ont des connaissances, ceux qui sont le plus proches et qui vivent, ou en tout cas qui cohabitent, c'est pas le mot que je voulais vous dire, c'est pas grave, avec la martre et le pécan. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce que sont les savoirs écologiques traditionnels. Puis, je vous donne une définition libre ici. Donc, c'est un système de savoir profondément ancré dans la culture et l'expérience directe avec la nature, permettant une gestion durable des ressources et une résilience face aux changements environnementaux. C'est un concept qu'on connaît un peu plus dans le contexte autochtone, mais qui s'applique, vous allez le comprendre dans mon cas, avec les piégeurs également. Puis, quand on parle de savoirs locaux, généralement, quand on vient de la biologie ou quand on vient d'un domaine qui n'est pas des sciences sociales, on s'en tient aux observations factuelles. On pense que les savoirs, c'est juste le fait d'avoir vu un animal dans le bois puis d'en faire une généralité. Il faut comprendre qu'il y a tout un système de connaissances autour de ça qui vient avec la culture, les pratiques, la façon dont on gère et on occupe le territoire qui nous ont amenés à faire cette observation-là. Donc, c'est comme ça que je me suis rapprochée de la communauté des trappeurs ou des piégeurs. Le terme, les 2 peuvent être utilisés. Et donc, je suis allée à leur rencontre pour identifier qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années qui peut expliquer ce changement d'abondance-là. Puis, j'ai collaboré avec des piégeurs de 4 communautés Anishinaabe au Témiscamingue et la communauté donc des piégeurs non autochtones. Puis, ce que je suis allée faire, en fait, c'est que j'ai été rencontrer individuellement une quarantaine de personnes. Puis, je leur ai posé des questions
générale sur comment ils voient l'utilisation de l'habitat par ces espèces-là, les interactions entre les espèces, comment ça a changé l'habitat sur leur territoire pour lequel ils ont leur ligne de trappe, mais aussi des questions générales sur, par exemple, y a-t-il des nouvelles espèces qui sont arrivées dans la région. Ça, c'est l'aire d'étude à travers laquelle j'ai rencontré les piégeurs. Donc, les petites lignes, les petits découpages, c'est en fait le système de terrain de piégeage au Québec. Donc, c'est chaque lot, en fait, chaque polygone a un piégeur attitré qui est responsable de la gestion des animaux à fourrure sur ce territoire-là. On est en contexte de forêt feuillue. Je vous ai représenté encore les domaines bioclimatiques pour vous rappeler, la marque, le pécan ne sont pas associés nécessairement au même type de forêt, aux mêmes grandes zones écologiques. Puis quand j'ai rencontré les trappeurs, je me suis rendu compte qu'il y avait l'information à l'émerger différemment d'un point de vue régional, en fait, d'un point de vue local même. C'est-à-dire que toutes les pécans, beau lapsus, tous les piégeurs que j'ai rencontrés dans chacun de ces découpages-là me donnaient des tendances convergentes. Donc, plus précisément, si je me fie seulement aux résultats pour le pécan, donc moi, les entrevues, je les ai faites en 2015-2016. À l'époque, c'était relativement stable dans les dernières années. Les trappeurs du sud du Témiscamingue me disaient, du pécan, il y en a toujours eu, puis il n'y en a pas plus qu'avant. Mais plus je montais vers le nord, plus je me rendais compte que l'augmentation des pécans était récente. Et à la base, mes entrevues étaient ciblées uniquement sur cette partie plus au sud. Et quand je me suis rendu compte que ça faisait déjà une couple d'années que le pécan était de plus en plus présent, je suis allée rencontrer d'autres trappeurs plus au nord. Donc, juste pour vous donner un regard sur le côté évolutif de la recherche qualitative et du fait de valoriser les connaissances puis de se laisser porter en fait à travers les résultats des entrevues. Donc, ce qui est ressorti, les grandes lignes de ces entrevues-là, c'est qu'il y a de plus en plus de pécans, il y a de moins en moins de martres, mais c'est surtout que le pécan utiliserait des milieux plus jeunes, plus feuillus, plus ouverts que la martre. Donc, un élément qui pourrait expliquer le fait que l'aménagement forestier pourrait bénéficier dans un certain sens au pécan, alors qu'il y avait des éléments qui ont été identifiés par les piégeurs comme la période de croûte sur neige. Donc, l'idée que à travers les hivers, il y a de plus en plus d'épisodes de pluie sur neige ou de redoux qui font que ça favorise la période à travers laquelle il y a une croûte à la surface de la neige. Puis, ce qu'il faut comprendre entre le pécan et la martre, c'est que leur déplacement n'est pas le même. La martre va davantage utiliser le couvert sous-nival. Donc, l'importance, vous avez peut-être déjà entendu parler, l'importance de conserver les débris ligneux au sol, c'est parce que ça devient un terrain de chasse, pas parce que ça contribue au terrain de chasse de la martre notamment, pour aller chercher des micromammifères, par exemple. Le pécan, il est plus gros, il est plus pâteau, j'ai envie de dire. Puis, on pense qu'il utilise moins le couvert sous-nival, mais que la croûte va favoriser ses déplacements en surface de neige. Donc, à partir de ces résultats-là, on a regardé, comment on peut transcrire ce que les piégeurs nous ont dit au Témiscamingue avec les données qui sont disponibles pour le regarder à grande échelle spatiale et à grande échelle temporelle. L'enjeu numéro 1, je vous l'ai dit en introduction, il n'y en a pas tant que ça des données. Les seules données qu'on a, c'est il y a un registre des ventes de fourrure par unité de gestion des animaux à fourrure. Donc, c'est les grands polygones que vous voyez sur le côté de votre écran. Puis ça donne donc vraiment une échelle régionale qu'on a divisé selon la dominance des forêts, justement parce que la dominance des forêts pour voir s'il y avait une réponse différente, qu'on soit en contexte plus de forêt feuillue, mixte ou à dominance résineuse. Le deuxième enjeu, c'était de transcrire ce que les piégeurs nous avaient dit avec les données qu'on a dans le système forestier. On utilise les inventaires écoforestiers qui, à la base, sont faits dans une optique de récolte ligneuse, qui ne sont pas pensés pour décrire ce qu'est un habitat faunique. Donc, ça nous demandait de simplifier pour beaucoup les catégories de peuplement qu'on pouvait intégrer dans ce type de données-là. On s'est concentré donc sur la composition et la hauteur des peuplements. Puis, pour chacun des polygones, sur une période de 84 à 2014, donc 30 ans,
On a regardé pour chaque année, est-ce que le nombre de captures ramenées sur une surface donnée, donc on appelle ça un rendement, combien de fourrures se sont pris pour 100 km², est-ce que ça a augmenté, ça a diminué selon les facteurs d'habitat et climatiques? On a regardé les facteurs climatiques pour 3 périodes qui peuvent avoir une influence différente sur l'écologie de l'animal ou sur le succès des piégeurs. On a regardé, est-ce que la pluie hivernale de l'hiver précédent peut, par exemple, expliquer le fait qu'il y a eu moins de reproduction ou une moins bonne survie des jeunes? Est-ce que la pluie du printemps, pardon, je me suis trompée, l'hiver précédent en termes de reproduction, d'efficacité de reproduction, parce que les mustélidés ont ce qu'on appelle une implantation différée. Ça veut dire qu'ils vont se reproduire à l'été, mais la gestation ne commence qu'en début d'hiver, si les conditions. Donc, si les conditions sont pas bonnes, les femelles peuvent avorter par elles-mêmes, entre guillemets. Le printemps, pour mesurer s'il peut y avoir un impact sur la survie des jeunes, et pendant la saison de piégeage elle-même, pour voir si ça ne serait pas un effet sur, encore une fois, l'efficacité du piégeur à ce que les animaux rentrent dans les pièges. Ce que ça nous donne, c'est que on n'a pas les mêmes résultats quand on regarde ça selon les zones forestières. Donc, qu'on soit en zone à dominance feuillue, mixte ou résineuse, on n'a pas les mêmes composantes qui nous permettent d'expliquer le nombre de pécans et le nombre de martres qui se sont capturés par année. Comme vous le voyez, j'ai aucun facteur pour la martre qui, à l'échelle provinciale, avec des grandes unités de gestion territoriale, en fait, de gestion de la faune, que sont les UGAF, j'ai pas de facteur lié seulement à la composition et à la hauteur des peuplements qui nous permettent de l'expliquer. Donc, pour l'instant, à cette échelle-là, je ne peux pas dire que l'aménagement forestier a un impact sur la récolte de martre. Par contre, il y a certains éléments climatiques qui nous permettent de faire ressortir quelques éléments. Pour le pécan, comme vous le voyez, les forêts de plus de 12 mètres mixtes ont un effet positif, donc, mais les forêts purement feuillues dans la zone feuillue ont un effet négatif. Donc ça, grosso modo, ce que ça nous a permis de mettre en lumière, c'est que, premièrement, on ne peut pas appliquer la même utilisation et les mêmes besoins d'habitat partout à grandeur du Québec. Donc, c'est à considérer dans la modélisation de la qualité d'habitat et les outils comme les modèles de qualité d'habitat. La composition et la hauteur ne suffisent pas à une échelle spatiale, comme je vous l'ai mentionné, pour définir les besoins ou définir l'abondance de martre au Québec. Puis, je soulève le point du est-ce que ce serait le cas si on regardait ça à l'échelle d'un terrain de piégeage? Vous allez comprendre par la suite que c'est ce qui m'intéresse d'aller creuser un petit peu plus, mais pour lequel, pour l'instant, on n'a pas de données. Et finalement, là, grâce à ce que les piégeurs m'avaient partagé comme observation et comme vécu à travers plusieurs années, on a commencé à trouver des impacts des changements climatiques sur les abondances et les récoltes de pécans et de martre. Alors, on a essayé ensuite d'aller à une échelle intermédiaire, de voir est-ce que ce que les piégeurs nous avaient dit, on est capable de le faire ressortir, on est capable de le tester à une échelle locale en utilisant des caméras. Donc là, on a utilisé des méthodes, des approches qu'on appelle occupation de site. Donc, on avait un réseau de 49 caméras au Témiscamingue. J'ai même pas mis de carte, mais croyez-moi, c'était au Témiscamingue. Qu'on a suivi pendant 2 automnes, donc de octobre à décembre. La période est importante parce que c'est la période à laquelle les piégeurs sont les plus actifs. Donc, pour pouvoir faire la corrélation entre ce qu'ils m'avaient dit et ce qu'on mesure sur le terrain, j'ai pris la même période. Et on avait aussi des contraintes logistiques pour suivre les caméras en hiver, donc à cause de l'accessibilité du territoire et les enjeux de batterie et de carte mémoire pleine, notamment. Je vois plein de têtes qui hochent. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent avec les caméras. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé est-ce qu'il y a un effet de l'année, est-ce qu'il y a un effet du type de couvert, comme je l'avais mesuré dans les UGAF. Est-ce que j'ai un effet d'un indice développé à partir des propos des piégeurs, donc plus raffiné avec différentes composantes. Je vais les détailler juste après. On a regardé aussi si l'effet des lisières pouvait avoir un impact et finalement la densité de route autour d'un territoire. On a regardé ça à 4 échelles spatiales autour de chaque caméra. 0,5, 1 km, 3 km et 5 km de rayon
Grosso modo, on a regardé est-ce que ça se passe à l'échelle du domaine vital de la martre du pécan ou à l'échelle du paysage. Pour ce qui est des indices, en fait, là, c'est une petite formule qui vous donne grosso modo ce qu'on a pris, mais retenez que c'est la composition, la hauteur, la densité et l'âge des peuplements. Puis, oui, on a réussi à voir qu'à l'échelle locale, ce qu'on nous avait décrit, ce que les piégeurs nous avaient décrit, ça explique l'occupation de la martre à l'automne au Témiscamingue. Puis, ce qui est en rouge, là, je vais y revenir, je vous l'ai marqué là, mais c'est ce qui est actuellement dans le modèle de qualité d'habitat appliqué à grandeur du Québec. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est un effet négatif. Donc, ça veut dire que quand j'ai une majorité de ce type d'habitat-là, j'ai moins de martres. Pour le pécan, j'ai rien qui est ressorti. Je ne peux pas, à l'échelle locale, à l'automne, avoir des mesures d'habitat qui m'expliquent pourquoi le pécan occupe ou non un territoire. Et grâce à ces modèles-là, on était aussi capable de regarder un effet de compétition entre les deux. Donc, est-ce que quand j'ai le pécan à un endroit, la martre ne vient plus, par exemple? C'était pas le cas. Donc, en termes d'occupation de site, il n'y a pas de compétition. Les deux espèces peuvent vivre au même endroit. Ça nous a amené donc à raffiner ce que pourrait être un modèle de qualité d'habitat de la martre en forêt feuillue. Mais moi, je l'ai regardé juste à l'automne. Il resterait quand même à regarder est-ce que ça fonctionne par rapport à son écologie hivernale. Est-ce que la martre en hiver utilise aussi ce type d'habitat-là? Puis au niveau de l'échelle spatiale, en fait, ce qui répondait le mieux, ce qui nous a donné des résultats plus éloquents, c'était à l'échelle du paysage, donc plus grand que le domaine vital de la martre, donc avec des rayons de 3 et 5 km. Finalement, à travers mon doctorat, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'on a vraiment combiné une approche de différentes échelles spatiales, différentes échelles temporelles, pour en arriver à de la complémentarité dans nos résultats. Ça m'a ouvert à l'idée que je suis partie d'un enjeu écologique, préserver l'habitat, les populations de martres et de pécans, pour m'ouvrir à des enjeux socio-écologiques de la réalité des piégeurs. Et dans l'aménagement forestier durable, la prise en compte des intérêts des utilisateurs du territoire, elle est aussi importante que la biodiversité en elle-même. Puis c'est ce qui m'a aussi initié à la science participative pour mieux travailler ensemble puis documenter les éléments d'importance pour les utilisateurs du territoire. Donc, ce que ça avait permis de refléter aussi à travers cette thèse-là, c'était donc l'importance d'avoir des échelles spatiales appropriées, puis de comprendre que la réponse d'un animal, ou en tout cas l'utilisation de l'habitat d'un animal n'est pas la même selon l'échelle spatiale considérée. Puis, je reviens sur mon indice de qualité d'habitat qui est une amorce, mais qui demande encore à être approfondie. Et quand je dis approfondie, c'est que on va justement essayer d'y travailler. En fait, on essaye d'y travailler en ce moment. Mais à la base, mon projet était sur le pécan, pour lequel on voulait comprendre c'est quoi l'utilisation de l'habitat du pécan. Puis, pourquoi le pécan il a été identifié comme une espèce focale au Québec, alors qu'il semble y en avoir de plus en plus partout et qu'il utilise une diversité d'habitats, selon les premières observations. Et en fait, on s'est rendu compte à travers mon doctorat, mais surtout les échanges qu'on a eus dans le réseau de Martès Working Group, que ce qui se passe pour le pécan sur la côte ouest, puis ce qui se passe pour le pécan sur la côte est, on est dans deux mondes complètement différents. Donc, vous comprendrez que l'identification du pécan comme une espèce focale au Québec, elle vient de la littérature disponible qui venait du BC, en l'occurrence, en Californie et Colombie-Britannique. Donc, ce que ces deux petites bibites poilues m'ont appris, c'est qu'elles ont chacun leur regard de la forêt, puis on a chacun le nôtre. Donc, c'est vraiment comme ça que j'aborde mes projets de recherche maintenant, où mon implication, c'est pas mes projets de recherche, pardon, on travaille vraiment, je ne suis qu'une petite collaboratrice à plein de projets, mais ça dépend vraiment du regard qu'on veut avoir en abordant un projet de recherche. Alors, je vais essayer d'y aller justement selon les différentes lunettes que je continue de porter. En termes d'écologie animale, à la base, vu qu'on voulait savoir c'est quoi l'utilisation de l'habitat du pécan, on avait mis des colliers GPS sur des pécans.
Ça a bien fonctionné pour la capture. On a amélioré, en tout cas, on a testé des nouvelles techniques d'anesthésie qui avaient été déjà testées sur la marque, mais là, c'était la première fois qu'on le faisait sur le Pékin. Par contre, on a eu deux enjeux. Le premier, c'était d'être capable de capturer vivant les Pékins. Les piégeurs me disaient, facile, moi je vais te montrer comment on capture un Pékin, pas de trouble, je sais faire une installation mortelle. Quand on veut les faire rentrer là-dedans, c'est un peu plus compliqué. La vidéo qui est là, qui va repasser, je pense, en ralenti, elles étaient trop courtes, nos cages, à la base. Fait qu'on a manqué une coupe de capture. Fait que d'une année à l'autre, on a amélioré nos pratiques grâce à, je tiens à le nommer, Pierre Fournier, qui est notre technicien sans qui tout ça ne marcherait pas. Donc, on a changé le modèle de cage. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse plus le fun de nos travaux terrain. Mais c'est quand même une des améliorations. La deuxième, c'est que les colliers que j'avais, ils nous demandaient à se rapprocher de l'animal pour télécharger les données. Donc, on faisait des survols aériens en hiver pour retrouver les pécans puis espérer télécharger les données. Je dis espérer parce que vous comprenez que ça n'a pas marché. Une des explications possibles, c'est que suite à mon doctorat, on a poursuivi un peu l'amélioration des pratiques et en 2020, on a eu l'opportunité de mettre un premier collier satellitaire sur un pécan qu'on a capturé au sud, en fait, pas au sud, proche de la ville de Témiscamingue, fait que c'est au Témiscamingue. En rouge, c'est le nouveau parc Opémican de la CEPAC, pour ceux qui connaissent. Puis ce que vous voyez entre les deux, c'est que entre le moment où on l'a capturé, donc c'était le 7 février, en plein hiver, c'est pas un jeune en dispersion supposément, et le moment où on a téléchargé des données, 24 mars, il y a 80 km de distance. Donc quand on faisait nos survols aériens, on faisait pas nécessairement 80 km de survol pour les individus. Donc ça, c'est un premier élément qui souligne le soutien de la technologie dans la recherche en écologie animale. Puis, c'est des choses qu'on continue dans le cadre du doctorat de Nathan Chabot, qui est étudiant à l'UQAT. J'ai même pas nommé tous mes co-directeurs jusqu'à maintenant, mais je vais y revenir à la fin. Pierre, période de COVID, c'était aussi un autre défi de la capture sur le terrain dans cette période-là. Mais c'est ça, le niveau de la technologie, c'est que là, maintenant, on a des colliers qui nous envoient des données dans un satellite, puis ça arrive directement dans l'ordinateur. On sauve une bonne partie des données comme ça. Puis, grâce à une autre avancée technologique, c'est qu'en fait, c'est un accéléromètre. Donc, en plus de la position de chaque individu, en fait, de la localisation GPS, on a une autre composante dans les colliers qui nous permettent de mesurer l'activité de l'animal. Donc, c'est le même principe que les podomètres, hein, quand on marche puis que ça compte le nombre de pas. C'est le même principe. Si l'animal il est au repos, il n'y a pas d'amplitude. Donc, c'est une mesure qui se fait comme ça. Et grâce à ces deux informations-là, on va être capable de recouper, on est en train de recouper le fait qu'on puisse distinguer l'utilisation de l'habitat quand il est au repos ou quand il est actif, selon que ce soit en période où il y a de la neige ou il n'y en a pas. Donc, Nathan, si tu nous écoutes, je ne présenterai pas tes résultats, mais ça s'en vient. Autre avancée technologique qui nous aide dans la définition des habitats fauniques, notamment, c'est que je vous ai parlé de la définition des cartes écoforestières, qui sont, encore une fois, basées sur des éléments plus liés à la récolte ligneuse. Dans le cadre du projet de maîtrise de Yann Barry-Chauvette avec André Desrochers, ici, on a regardé, en fait, avec le réseau de suivi de pistage là, qui est fait à la forêt Montmorency, si les lisières, les lisières étant définies comme des milieux ouverts, l'interface entre un milieu ouvert et un milieu fermé, pardon, ça pouvait expliquer l'utilisation hivernale de la forêt par la faune. Si on s'en tenait juste aux cartes écoforestières, on ne mesurait pas grand-chose. Alors qu'avec le LIDAR, ça nous a permis de raffiner que l'orignal, le lièvre, je vais y arriver, l'écureuil, la martre et le porc-épic évitent les milieux ouverts, évitent les lisières, en fait. Donc, je fais le lien avec le pistage et la science participative. Je vois Marcel dans la salle. C'est des avenues que j'aimerais vraiment soutenir, de voir, bon, du pistage, des observations, comment on les inclut dans la recherche. Puis, en travaillant à la Fédération des trappeurs, c'était vraiment mon intention de renforcer le lien entre la recherche et les utilisateurs grâce à ce qui pourrait devenir une source de données à grande échelle, à l'échelle des terrains de piégeage. Le carnet du piégeur, ça fait des années que ça existe.
Ça fait des années que le ministère met de l'effort là-dedans à collaborer avec les piégeurs pour documenter quel est leur succès de récolte, mais aussi ça prend leur effort déployé sur le territoire. Et il y a aussi un volet du carnet qui nous permet d'avoir un système d'abondance relative. Donc là, c'est juste de voir d'une année à l'autre, avez-vous vu plus de lièvres, plus de petits mammifères, plus de ci, plus de ça ou moins. Donc, c'est vraiment une approche de recherche qualitative avec les utilisateurs du territoire. Le gros problème, c'est l'adhésion des utilisateurs à ce type de suivi-là. Ce que j'ai vécu et ce qu'on vit toujours, c'est une crainte de savoir à quoi vont servir ces données-là. Est-ce que ça va changer ce qu'ils vont avoir le droit de faire sur le territoire ou non? Fait que ça demande un gros travail de proximité, de collaboration, encore une fois, pour justifier et renforcer la confiance des utilisateurs dans des projets de sciences participatives comme celui-là. Un autre projet qu'on a fait avec les piégeurs quand j'étais à la Fédération des trappeurs, c'était à partir de l'analyse de carcasses de martres. L'idée étant de regarder en fait l'accumulation de stress dans les poils en fonction de la qualité de l'habitat autour des sites où elles ont été capturées. Ça a été une amorce, mais là encore, on a eu des problèmes de réponse et de participation des piégeurs. On en a qui ont accepté de participer et nous donner des carcasses pour lesquelles il y avait une rémunération. Mais elles n'étaient pas toujours bien entretenues, bien conservées. Il manquait la partie qui nous intéressait le plus, le poil. Généralement, je vous épargne les détails, mais quand on plume les animaux, le bout des pattes n'est pas mis en valeur. Fait que c'est là où on voulait récupérer des échantillons. Mais tout ça, ça fait juste me renforcer qu'il y a de l'effort à mettre là-dessus parce que c'est des sources de données vraiment riches pour plusieurs espèces. Évidemment, vous comprenez que là, je parle de la martre du pécan, mais c'est tous les animaux à fourrure qui pourraient être suivis de la même façon. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à Eliane, que vous voyez en bas de l'écran, de joindre ce projet-là, qui est un projet initié par la communauté Cri de Waswanipi, qui vise à documenter la réalité des populations de martres sur leur territoire, mais qui est d'abord fondé sur la formation et le lien entre les talibans et les jeunes de la communauté pour faire ce suivi-là par eux-mêmes. Fait qu'ils ont initié un projet, puis ils sont ensuite venus chercher du support scientifique, donc notamment mon implication par rapport aux travaux que j'avais faits dans mon doctorat, mais également des expertises qui touchaient à ce que j'avais pas pu faire dans mon doctorat au niveau des conditions hivernales, des mesures de neige, dont Mathilde Poirier, qui est dans la salle ici, donc c'est ça. Donc ça fait partie des projets avec lesquels je travaille le plus maintenant, de soutenir des initiatives citoyennes de communautés pour renforcer la capacité des Premières Nations à prendre part à l'aménagement forestier. Et un autre exemple de la collaboration ou du soutien à la collaboration auquel je contribue, c'est la mise en place du suivi de biodiversité au Québec par le gouvernement. Alors là, je vais essayer de le dire, ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, qui avait l'intention de plus collaborer avec justement les communautés autochtones pour implémenter des placettes, d'échantillonnage. Et puis, c'est un projet qui a une belle approche de formation des membres des communautés à faire les suivis et à contribuer à un réseau donc pan-québécois. Finalement, les lunettes que je porte le plus en ce moment, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour caractériser la qualité du territoire. Je vous ai beaucoup parlé des modèles de qualité d'habitat pour la faune. Je vous ai beaucoup parlé du fait de travailler avec les piégeurs, de comprendre que eux, ils ont une certaine réalité, mais chaque utilisateur du territoire a sa réalité. Dans le cadre de la stratégie d'aménagement durable des forêts, ça fait partie des 6 défis auxquels cette stratégie-là se doit de répondre, entre guillemets. C'est d'avoir une gestion et un aménagement forestier qui intègrent les intérêts, les valeurs et les besoins de la population québécoise, notamment les nations autochtones. Ça veut dire de les documenter, les visions, les motivations qui sont propres à chaque communauté. Et ça demande notamment de valoriser les connaissances locales et de comprendre, encore une fois, les besoins et les valeurs pour en développer des outils de gestion qui soient culturellement appropriés.
Donc, c'est déjà une vision avec laquelle je travaillais quand j'étais à la Fédération des trappeurs, parce que un de mes mandats principaux, c'est de m'impliquer au niveau des dossiers forestiers et au niveau des tables de gestion intégrée des ressources. Soutenir les piégeurs à représenter leurs intérêts dans ces tables de gestion intégrée des ressources-là. Et par ce mandat-là, j'ai contribué à documenter c'est quoi les enjeux vécus par les piégeurs sur le territoire et à mieux les faire connaître aux autres utilisateurs du territoire. J'ai marqué regroupement physique des fédérations. Je suis tombée à un moment où la Fédération des EC Québec, du saumon atlantique et des pourvoiries ont occupé les mêmes bureaux que la Fédération des trappeurs. Ça nous a donné l'opportunité d'apprendre à plus se parler, d'apprendre à connaître les enjeux des uns et des autres, ce qui était un premier pas. Puis là, je fais juste ressortir quelques enjeux généraux que les piégeurs vivent sur le territoire. C'est l'accès au territoire, la cohabitation avec les autres utilisateurs, la disponibilité des ressources, la connectivité entre les habitats et le fait de considérer l'échelle du terrain de piégeage. De l'écologie animale au paysage culturel, je pense que c'est la diapo qui va le résumer le plus. Dans le contexte de l'écologie animale, on parle du domaine vital. On parle de la taille d'un territoire qui va permettre de répondre aux besoins d'un individu, d'une espèce donnée. Si on le regarde dans une perspective de piégeur, puis là, avant, je mettais des chiffres sous chacune de ces espèces-là, puis je me suis rendu compte que c'est un peu difficile d'avoir un chiffre qui s'applique pour le Québec, fait que je vous laisse aller chercher. C'est techniquement par ordre chronologique, ordre de grandeur. Si on regarde dans une perspective du piégeur, je vous ai présenté sur les cartes tantôt là, le réseau des terrains de piégeage où, en fait, il y a un bail pour lequel un individu, un trappeur, a la responsabilité de gestion sur ce territoire-là. Au Québec, on parle en moyenne des territoires de 64 km². Je ne sais pas si ça vous parle, mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'il y a une grande variabilité. 64, c'est la moyenne, mais c'est de 10 à 180 km². Faire un aménagement sur une échelle de 10 km², je ne suis pas ingénieure forestière, mais je vous laisse penser que ce n'est pas réaliste. Par contre, quand on tombe dans une vision, une perspective autochtone, l'idée, c'est que oui, il y a le piégeage, mais il y a toutes sortes d'autres utilisations du territoire, donc les pratiques culturelles multiples, qui là vont se faire à une échelle. Alors, il y a plusieurs mots selon la nation avec laquelle on travaille, et puis l'organisation étant différente. En contexte Cri, c'est les aires de trappe. En contexte Innu de Pessamit, ça va être les territoires familiaux. Atikamekw, ça va être les lots familiaux. Bref, l'idée reste la même, c'est de comprendre comment on intègre cette échelle spatiale-là dans l'aménagement forestier. Puis, ça amène à des exercices je sais qu'il y a quelques étudiants à l'université qui travaillent avec ces approches-là, de cartographier les biens et services écologiques. Bien, pour pouvoir faire cet exercice-là en considérant les différents biens et services qu'un écosystème apporte, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de prendre en compte chaque composante. Donc, je reviens à mes modèles de qualité d'habitat. C'est là où ils nous servent. C'est important, ça reste important d'identifier ce que ça prend pour chacune des composantes pour être capable ensuite de le mettre dans un modèle commun. Un petit peu d'eau. Ça fait une pause visuelle avec des travaux de mon ami Annie-Claude Bellil qui, dans le cadre de son doctorat, a mis en lumière le fait que oui, il y a les pratiques culturelles à prendre en compte, mais c'est de le voir dans une vision que c'est pas juste la disponibilité des ressources qui est importante, c'est son accès, c'est la qualité de la ressource, puis c'est l'expérience vécue en pratiquant cette activité-là, qui amène des services écosystémiques, des services écologiques. Et la finalité de tout ça, ça reste le bien-être. L'idée de voir la forêt comme un lieu de vie, un lieu qui nous apporte du support en tant qu'individu et communauté. Donc maintenant, ce qu'on fait à la chaire et qui découle un peu du parcours que j'ai eu en recherche, c'est justement de travailler avec, avec plusieurs communautés autochtones pour définir c'est quoi leur vision, leurs aspirations, leurs besoins en termes d'aménagement forestier. Et là, ici, c'est le contexte de la communauté Atikamekw de Wemotaci, donc Mauricie, pour ceux qui veulent situer. Et dans un premier temps, Marie-Laure Lusignan a défini ce qu'est le système socio-écologique Atikamekw-Néoré, qui nous a permis ensuite de
de souligner l'importance du rôle des chefs de territoire dans la planification, notamment. Au même titre que, je refais le lien, les piégeurs veulent avoir un droit de regard et que ça se passe à l'échelle du terrain de piégeage. Ben là, dans un contexte atikamekw, ce qui est souhaité, c'est que l'aménagement soit pris en compte à l'échelle d'un territoire d'occupation familiale. Il y a une faute de français, puis je m'en excuse, mais je fais le parallèle ici. En fait, Elisabeth Petitclerc, que je n'ai pas nommée, a préparé cette correspondance entre comment se fait l'aménagement forestier actuellement en termes d'organisation spatiale. Donc, je vais y aller avec l'échelle la plus fine, qui sont les compartiments d'organisation spatiale qui correspondent à une zone d'occupation familiale. Donc, les cultures ont beau être différentes, les besoins ont beau être différents, on commence à avoir des composantes communes pour faire un aménagement culturellement adapté. En contexte de CRI, c'est un peu différent parce que là, ils ont une convention, ils ont un régime forestier adapté dans lequel il est reconnu que l'aménagement doit se faire à l'échelle des aires de trappe. Sauf que les aires de trappe, en contexte CRI, on ne parle pas de 64 km² en moyenne, on parle de 246 à 1348 km². Donc faire de l'aménagement par aire de trappe, ça devient un peu plus réaliste, je dirais. Puis, il est déjà reconnu que l'aménagement doit prendre en compte la protection d'habitats d'espèces fauniques d'importance culturelle pour la nation CRI. Ça, c'est des éléments qui s'appliquent aussi dans le volet conservation. Avec Gabriel Côté, dans le cadre de sa maîtrise, on a travaillé sur la définition d'une aire protégée, en fait, du parc national Assiniquia, pour voir comment la gestion de cette aire protégée-là devrait se faire selon la vision CRI. Et c'est aussi des travaux qu'on a réalisés en support à une initiative de la Première Nation des Inuits et Sipit avec Rosalie Champagne-Côté dans le cadre de sa maîtrise, qui était de définir ce que devait être la réserve de biodiversité à Kumunan et comment elle devait être gérée. Qu'est-ce que ce territoire-là peut et doit apporter à la communauté et comment on peut en faire un système de suivi basé sur les valeurs de la communauté et porté par les membres de la communauté. Donc, les trois éléments importants à soulever ici, c'est vraiment qu'une aire protégée autochtone est une voie d'augmenter la responsabilité de gestion territoriale par la communauté, mais c'est surtout un lieu d'expression de la culture Innu et ça contribue évidemment à leurs intentions de protection de la biodiversité. Puis suite à la définition de cette vision-là, on a travaillé avec l'équipe des Sipit et Rosalie à définir la mise en place d'un suivi de l'intégrité socio-écologique qui impliquait les membres des communautés. Et je refais le lien avec le contexte du piégeage, le carnet du piégeur, valoriser les observations et les connaissances des utilisateurs du territoire. C'est en plein là-dedans que Sipit veut mettre de l'effort. Donc, à travers cette diversité de projets-là, je veux juste vous rappeler que je suis partie vraiment d'un intérêt à travailler sur la faune. J'étais une biologiste, je voulais juste en apprendre plus sur ces bibites-là. Puis qu'au fur et à mesure, j'ai appris à comprendre qu'il fallait que je m'intéresse à leur environnement. Puis que leur environnement, ça impliquait aussi les relations avec l'humain. Puis c'est comme ça que j'en suis arrivée à travailler dans le contexte de l'aménagement forestier et de la gestion intégrée des ressources, que petit à petit, je me suis focusée un peu plus sur les habitats et les changements climatiques, et que maintenant, je travaille avec les lunettes des pratiques culturelles, de la cohabitation et des savoirs locaux. Donc, ce que je veux vous partager, et ce avec quoi j'espère vous allez repartir tantôt, c'est de vous inviter à adopter cette vision holistique de ce qu'est une forêt, de ce que ça devrait être, et quand bien même vous soyez des biologistes, des ingénieurs, des anthropologues, de commencer à s'ouvrir à la diversité des cultures et à regarder la forêt comme un lieu de vie et de bien-être. Puis, ce que j'aimerais encourager aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire de la multidisciplinarité, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser, en fait, de vous former dans toutes les disciplines qui s'impliquent en gestion intégrée des ressources, mais juste de garder en tête que chaque composante auquel vous allez contribuer en tant que chercheur, ça peut contribuer à aider à la définition d'un outil qui va permettre de refléter les valeurs culturelles et les paysages forestiers. Puis finalement, j'ai beau vous mettre de l'avant que je veux qu'il y ait de la complémentarité des savoirs, je veux qu'il y en ait plus, je veux que ce soit reconnu,
Ça reste un exercice colossal qui demande du temps, qui demande de l'implication individuelle, mais qui peut vraiment apporter avoir des bénéfices mutuellement partagés. Puis finalement, les mots-clés que je veux vous laisser, c'est complémentarité, collaboration en termes de perspective, en termes de système de connaissances, de discipline et d'échelle spatiale. Puis le petit clin d'œil que je vous fais là, c'est que grâce à mon fils, j'ai découvert ce dessin animé-là, qui est une famille recomposée entre des blaireaux et des renards qui apprennent à vivre ensemble, qui vivent avec des loutres, des loutres ici, des martres et des castors. Fait comme quoi, on en apprend par tous les moyens. Et je voulais aussi vous ouvrir vers un nouveau regard de la constellation du Grand Ours, qui dans la culture Ojibwe est en fait un pécan qui a apporté des ressources dans le monde de l'hiver en collaborant avec la loutre, le lynx et le carcajou. Donc, finalement, c'est ça. Moi, je veux remercier toutes ces institutions-là, les communautés. En fait, la première ligne, c'est les communautés auprès desquelles j'ai beaucoup appris. Les universités qui ont soutenu toutes sortes d'amorces de projets et d'innovations. Et finalement, les réseaux stratégiques comme celui du CEF qui me permet de vous présenter aujourd'hui, mais dont je suis vraiment fière de faire partie. Le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtone, qui a le même rôle que le CEF, mais en termes de recherche autochtone. Puis le logo que vous voyez à côté, c'est un voyage que j'ai eu l'opportunité de faire pour aller à la rencontre de chercheurs qui travaillaient sur le Pécan à travers toute l'Amérique du Nord. Ça a été soutenu par le CEF, puis je tenais à le remercier encore une fois. Je termine avec quelques personnes, désolée. Le CHNI, la CADA, pourquoi j'ai mis ça, c'est que dans tous vos parcours de chercheurs, le volet académique, il est important, mais on apprend tellement à côtoyer du monde qui ne sont pas dans notre sphère. Moi, le volet écologique de la neige, la relation entre l'humain et l'habitat et l'impact que ça peut avoir sur la faune, je l'ai compris dans le monde du mushing grâce à mon beau-frère et ma belle-sœur. Puis ça, c'est des expériences qui ne sont pas toujours reconnues ou valorisées à travers les parcours académiques, mais moi, je tenais à vous le souligner. C'est très enrichissant d'aller voir ailleurs. Alors voilà, ça termine ma présentation. Peut-être juste spécifier c'est quoi le mushing, c'est pas prendre des pardon. Non, c'est travailler avec la neige pour faire du traîneau à chien. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce qu'on a des questions pour Pauline? Oui. Qu'est-ce qui explique l'expansion démographique et la migration de Pékin vers le nord par rapport aux autres pays? C'est Maëlle qui, juste pour... Tu sais pas qui? OK. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Donc, en fait, ce qu'on pense et ce qui est difficile à montrer avec les données qu'on a là, mais c'est vraiment justement le changement des conditions de neige. Et je ne peux pas rentrer en détail, mais la morphologie des pattes des pécans versus celle des martres, elle est différente. Les martres vont beaucoup plus porter sur la neige par rapport à du poil qu'elles ont sous les pattes, alors que les coussinets du pécan sont complètement dénudés. Puis par rapport au ratio de poids et de longueur, les pécans vont s'enfoncer plus facilement dans de la neige non compacte. Donc j'en reviens à ma croûte, à mes épisodes de densité du couvert de neige. Ce qu'on pense, c'est que le pécan peut utiliser de plus en plus des habitats auxquels il n'avait pas accès. La définition des conditions de neige étant que plus on est vers le nord, plus on a des conditions de neige fluffy, la neige poudreuse. Donc ça, c'est un des éléments qu'on pense. Puis on pense aussi que le changement dans les peuples, la dominance des peuplements forestiers, donc le fait qu'il y ait les forêts mixtes remontent vers le nord et qu'on a vu que c'était le seul lien qu'on avait à l'échelle des UGAF, c'était l'importance des forêts mixtes, des vieilles forêts mixtes pour expliquer l'abondance du Pékin. Donc c'est mon article de 2020, si vous voulez aller lire plus là-dessus. Et j'ai pas nommé, mais je m'excuse, je veux le dire. Tous ces travaux-là, c'est notamment avec Marc, avec Hugo Asselin, Louis Imbeau, Marianne Chevaux et Pierre Drapeau. Fait que j'avais mentionné sur la diapo pour pas en oublier, mais je tiens à leur donner autant de crédit que ce que je vous ai présenté là, pour tout ce que je vous ai présenté. Y avait-tu d'autres questions dans la salle? Ouais.
présenter la perspective des trappeurs pour genre, les capacités piégées, etc. Mais c'est quoi leur regard? Est-ce qu'ils concordaient avec tes observations, notamment en termes d'impact de la gestion sur la commande de fréquence marque, sur l'aspect compétition? Est-ce que aussi ils disent que quand on envoie, il faut être de l'autre aussi? Ouais. Peut-être l'anecdote, c'est pas une anecdote, c'est que c'est justement dans l'importance de considérer les systèmes de connaissances et de pas juste prendre les observations factuelles. La plupart des piégeurs me disaient que le pécan est un prédateur de la martre, qu'en fait que le pécan mange la martre. C'est plus ça qu'ils m'ont dit. Parce que les pécans mangent des martres capturées dans leur piège. Donc ils sont charognards. Ils vont être des opportunistes, puis c'est vrai qu'ils mangent, les pécans vont manger des martres dans leur piège. De là à en faire un comportement de prédation active, ça, j'ai pas de preuve pour l'instant. Ça veut pas dire que c'est pas le cas. Malheureusement, pour l'instant, on n'est pas en mesure de le mesurer. Il y a des façons qu'on pourrait explorer, mais c'est quand même assez, à part de voir des activités de prédation. Fait que ça, c'est un des éléments, je dirais, divergents, mais qui s'expliquent par le système de connaissances et la façon dont ils ont fait leurs observations. Après, tout concordait dans le fait que les pécans utilisent des forêts plus mixtes et ouvertes que les martres, que au niveau de l'abondance, tu vois, je reviens sur la chronologie, là, le fait qu'il y a vraiment une remontée nordique. Puis là, je vous ai montré Thémis, mais Pékin, il est rendu à Matagami, il est rendu bien plus au nord que l'Abitibi. Fait que de divergence, je pense, à part cet aspect de prédation là qui s'explique encore une fois, je crois pas avoir eu de divergence. Si je me rappelle bien de ta question, excuse, mais c'était plus c'est ça, le fait que c'est une fenêtre du cycle de vie de la martre du Pékin. Puis ça, c'est un autre truc que j'ai appris aussi à travers, c'est que moi je pensais que le piégeage se faisait pas à longueur d'année, mais que ça couvrait tout l'hiver, puis c'est pas vraiment le cas. Fait que ça nous a beaucoup amené à réfléchir sur, en fait, c'est quoi qu'on mesure? Parce que la période hivernale, on n'a pas été capable de la mesurer, donc c'est pour ça qu'on pousse maintenant, là, mais à travers les entrevues ou à travers les caméras, on n'avait pas ce morceau de l'histoire-là qui est quand même important et que je pense on pourrait pas aller chercher avec les connaissances des trappeurs. Une question dans la salle, oui. Dans la présentation, tu as mentionné à quelques reprises les talibans chez les Cris. Je me demandais quel était leur rôle au sein des communautés. Pardon. J'ai même pas parlé des gardiens de territoire, mais ça vient un peu en lien avec la question. Le rôle des talibans, c'est vraiment qu'ils sont reconnus comme les gestionnaires d'un territoire, pas juste pour parce qu'on dit, en anglais c'est taliban, mais en français on dit maître de trappe. Mais c'est pas juste pour la trappe, c'est vraiment la gestion phonique et la gestion globale d'un territoire donné. Fait qu'ils sont vraiment considérés comme les aménagistes, en fait, à quelque part, par les membres de la communauté. Puis ils sont aussi, comment dire, la plupart des talibans étant des aînés également, et ils sont des sources d'inspiration pour le reste de la communauté. Peut-être une question en ligne. Pour quelles raisons les communautés autochtones font du piégeage? Pourquoi ils font du piégeage de Pékin? À la base, là, je vais remonter dans l'historique. À la base, c'était en termes de confection artisanale de vêtements et compagnie. C'est une terme de gestion du territoire aussi d'abondance pour les espèces proies. Mais très vite, c'est qu'il y a eu le commerce des fourrures, qui était le premier levier économique, en fait, pour les communautés autochtones au Canada. Ça a été leur première monnaie d'échange. Qui a contribué au développement économique des communautés, encore une fois, mais donc c'est vraiment culturel et économique. Et maintenant, le volet économique existe presque fédération. Il y a eu tout un changement justement, les fourrures se vendent de moins en moins, puis l'encan principal a fait faillite. Fait que c'est plus une source de revenus. En fait, ça coûte plus cher aux piégeurs d'aller chercher les animaux et de les préparer que de les vendre. C'est vraiment la réalité entre tout ce que ça demande comme matériel et comme matériel et comme essence et ainsi de suite. Donc, le pourquoi ils le font, c'est vraiment, là, je regarde Louis, mais c'est pas Louis qui a posé la question. C'est vraiment pour des
fait culturel et de maintien de la culture vivante. Donc, la transmission des connaissances des trappeurs qui ont fait ça dans un cadre économique et qui maintenant le font pour transmettre, parce qu'en préparant, je l'ai vécu en fait en côtoyant la communauté des piégeurs, autochtones et non autochtones. Quand on fait l'exercice de préparer une fourrure, là, ça jase. Il y en a de l'échange. Puis c'est vraiment là que j'ai le plus appris, c'est en participant à des activités avec les piégeurs. J'ai fait des entrevues, c'était une partie du travail, puis je ne l'ai pas beaucoup souligné tantôt, mais toute l'implication au sein de la communauté, il m'a autant appris que ce que j'ai documenté dans... En fait, il m'a plus appris sur le contexte, la culture des piégeurs, du pourquoi ils font ça. Puis ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment une activité qui leur permet d'échanger et de partager leur savoir. Puis en contre, juste continuer la même question. La deuxième partie, c'était est-ce qu'il y a une base? Du piégeage? Oui. Définitivement. Alors, du côté... là, par contre, j'aurais pas de statistiques là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a de moins en moins de piégeurs de façon régulière. Je dirais qu'on est passé d'un piégeage économique pour la vente des produits de la fourrure à un piégeage de contrôle. Donc, la plupart des activités, maintenant, c'est vraiment pour des questions de gestion des populations, notamment les canidés, les coyotes, le castor pour la gestion des infrastructures routières, puis pour limiter la propagation de maladies comme chez le raton laveur pour la rage. Donc, ce changement-là, il fait qu'il y a encore du piégeage qui est soutenu en partie d'un point de vue économique parce que certains piégeurs reçoivent un salaire pour faire ce travail-là. Mais au sein des communautés, j'ai pas de statistiques pour savoir comment ça a évolué, mais concrètement, c'est ça, il y a quand même de moins en moins de piégeurs, c'est certain. Par contre, il y a un regain d'intérêt de la part de la jeune génération, justement à apprendre, comprendre des talibans en contexte de cri notamment, ou de toutes les maîtres, les gestionnaires de territoires autochtones. Je dirais que c'est ça. Il y a eu une baisse définitivement. Je ne vais pas trop rentrer, mais en contexte social aussi, là, le fait que les communautés ont eu moins l'opportunité d'occuper le territoire et qu'avec les pensionnats et ainsi de suite, ça a vraiment créé une rupture culturelle. Fait que là, il y a un regain ou un retour de l'intérêt, en fait, encore une fois, des jeunes, mais aussi des plus vieux qui n'ont pas eu l'opportunité de pratiquer quand ils étaient jeunes à cause des pensionnats. Moi, j'aurais une question. Pas le droit, Marc. J'ai pas le droit. Il n'y a pas de main levée tout de suite, je vais en profiter. Y a-t-il quelque chose à faire avec les carnets de piégeurs? Y a-t-il un moyen J'espère. Si tu avais des recommandations à faire au ministère ou aux fédérations de trappeurs, comment tu changerais ça pour que ça soit utile? J'espère que les gens à distance, ils entendent bien la question, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que les carnets du piégeur deviennent une source de données intéressante. Je vais le traduire comme ça. La première chose, je pense, c'est vraiment des activités de sensibilisation à une vraie volonté de collaboration. Puis là, je ne remets pas du tout en doute la volonté du gouvernement pour travailler de près avec la personne qui en est responsable. Mais c'est l'investissement de temps que ça demande, d'aller à la rencontre des communautés, de leur faire connaître cet outil-là. C'est toutes les piégeurs, en fait, techniquement, toutes les piégeurs qui ont un bail sont invités à remplir ce carnet-là. Puis moi, quand je rencontre des piégeurs, ils ne savent même pas que ça existe. Je dis pas tous, là, mais il y en a beaucoup qui y prêtent aucune importance. Parfois à cause de la méfiance, comme je l'ai dit tantôt, à quoi ça va servir, en fait. Mais je pense que c'est ça, il y a un volet communication, de se rapprocher de la communauté puis d'entretenir des liens que je pense actuellement, il n'y a pas grand monde qui tient. Puis là, je vais me mouiller, mais que ce soit le ministère ou la fédération, il n'y a pas assez d'efforts ou de temps passé à ça, puis parce que c'est pas soutenu financièrement. Puis l'autre volet, c'est que je pense que ça prend des premiers résultats. Fait que c'est qui de l'œuf ou la poule? Les piégeurs, ils attendent de voir qu'est-ce que ça peut donner de remplir ce carnet-là. Puis là, j'ai envie de dire que ça va venir de l'extérieur. Récemment, je ne vais pas trop donner de détails, mais récemment, j'ai évalué un manuscrit qui porte sur des approches de sciences participatives avec les piégeurs, qui s'est fait ailleurs, qui donne des résultats. Puis peut-être que ça, en faisant la promotion, ça pourrait aider à faire adhérer les gens à ce type de système-là. Une dernière question pour la route, si vous en avez. Il y en a encore dans le chat, là, si tu veux en choisir une.
Ben, Aurore, je peux lui parler, fait que je vais choisir Ouais, quelqu'un d'autre. l'autre. Je vais la lire. Étant donné que les communautés autochtones vivent en harmonie avec leur environnement et les espèces qui y résident, pensez-vous que leurs méthodes de piégeage sont plus adaptées que les techniques modernes? Très honnêtement, non. Parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est pas une terme de technique de piégeage. La plupart se recoupent de toute façon. Puis, en fait, on vit même l'inverse. La Fédération des trappeurs donne des formations de piégeage à des communautés autochtones. Donc, quand je vous disais qu'il y a un regain d'intérêt à ce qu'il y ait des membres des communautés autochtones qui refassent du piégeage, ben, on est là-dedans. Donc, il y a les deux. Il y a des méthodes traditionnelles, mais les méthodes qu'on utilise, en fait, les méthodes sécuritaires qui sont prônées actuellement dans le contexte du piégeage au Québec, à la base, elles viennent des méthodes ancestrales, elles viennent des méthodes autochtones. Donc, il y a vraiment un recoupement. Donc, je ne peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. En fait, les deux s'auto-influencent. Donc, c'est ça. Oui. Ça, c'est ma belle-maman. Merci, Ah. Yann. Super, merci beaucoup. Merci, Pauline. On se donne rendez-vous dans un mois à peu près pour une présentation le 16 avril de Martin Girardin qui va nous parler de l'aridité historique et ses effets sur les feux et la végétation boréale au Canada. À ne pas manquer. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne fête de journée. Merci à ceux qui étaient en ligne.